Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous laisser un petit message dans le chat pour nous dire si vous nous entendez? Parfait. Merci. Désolé pour le petit retard, mais j'ai un souci avec ma machine. Voilà, les joies du direct. Donc pour ce nouveau webinaire empirique sur des cas d'usage des données first party pour ces campagnes paid. Donc c'est un webinaire qui sera animé par Juliette, qui est team leader SIA, et Sylvain, qui est expert analytics. Et quant à moi, donc je suis Lionel Cherpin, je suis fondateur d'Empirique et on va dire que je serai le Guilux de ce webinaire, le présentateur, le speaker, mais je parlerai peu pour surtout laisser Juliette et Sylvain animer ce webinaire. Juste d'un point de vue logistique, on est ensemble jusqu'à 12h30. On essaiera de pas trop dépasser, puisque je suppose que votre estomac commence à vous demander d'être rempli. On va du coup vous présenter un support avec les différents cas d'usage. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre en live, mais on a aussi prévu une section de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Rapidement, du coup, est-ce que tu peux, Sylvain, mettre le premier slide? En termes d'agenda, on va avoir 3 grandes parties dans la présentation. Déjà, rappeler pourquoi il est indispensable d'exploiter ces données first pour ces campagnes paid par rapport au contexte, notamment, et de toutes les restrictions de collecte de données par les cookies. Ensuite, on vous présentera ces 5 cas d'usage concrets d'utilisation des données first pour améliorer sa performance digitale et puis aussi pour améliorer la mesure. Et ensuite, dernière section, comment collecter et comment structurer efficacement ces données first. Rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter Empirique. C'est le petit moment de réclame pour ceux qui ne nous connaissent pas dans l'audience. Donc, Empirique est une agence de marketing digital qui a pour vocation de transformer vos données en valeur. Donc, pour nous, il y a 3 types de valeurs que l'on peut vous apporter grâce à la data. C'est évidemment la performance digitale, c'est de développer l'audience d'un site, développer évidemment le chiffre d'affaires d'un site e-commerce ou le nombre de leads générés par un site de lead gen, c'est d'automatiser les processus, de faire gagner du temps. Et puis, évidemment, c'est de vous apporter des insights sur la connaissance de vos clients, sur toutes les caractéristiques de comportement, de profil qui peuvent à la fois vous aider à nourrir votre performance, améliorer votre performance digitale, mais aussi, plus globalement, nourrir votre stratégie marketing, votre stratégie d'entreprise avec des insights tirés des dispositifs digitaux. Donc, notre mission, et c'est pour ça qu'on s'appelle Empirique et que notre baseline est Better with Data, c'est d'aider nos clients à prendre de meilleures décisions et à obtenir de meilleures performances digitales en exploitant mieux leur capital donné. La logique du plus que l'on a souvent dans les entreprises, qui est de vouloir faire plus de contenu, d'investir plus sur les supports publicitaires, on pense que ce n'est pas toujours la bonne réponse et que la data permet d'investir intelligemment, mieux investir mieux investir ses budgets, mieux comprendre les caractéristiques de ces utilisateurs pour obtenir évidemment de meilleures performances. Donc pour ça, on va intervenir sur 4 grands leviers du marketing digital: le SEO, le CRO, donc l'optimisation de la conversion, le paid, et bien sûr la data est au centre. C'est ce qui va faire finalement le lien entre l'ensemble de nos expertises, c'est ce qui va nourrir nos stratégies, prioriser les actions. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui vous illustrer, puisqu'on va effectivement parler de la data appliquée au paid, donc aux campagnes search, aux campagnes social ads. Et donc, je vous laisse la parole, Juliette et Sylvain, et je souhaite à tout le monde un très bon webinaire. Merci Lionel pour l'introduction. Donc nous allons voir ensemble justement pourquoi il est indispensable d'exploiter ces données first party. Avant de parler de données first party, il faut bien entendu reposer un peu le contexte.
Le contexte aujourd'hui, c'est que nous avons des parcours clients qui sont plutôt chaotiques. On espère avoir un parcours de ce type du graphique de gauche et la réalité est bien plus complexe, comme peut le montrer le graphique de droite. Et il y a bien entendu plusieurs facteurs déclencheurs pour un utilisateur, plusieurs canaux qui va amener de l'exploration à l'évaluation, à l'expérience, soit l'achat pour la plupart des entreprises. Dans ce contexte multicanal, bien entendu, les plateformes essayent de faire le nécessaire, mais par exemple Google qui va lui proposer une multitude d'emplacements et de formats pour répondre à cette complexité, mais ça n'est qu'une vision, ça n'est que la vision Google. Par exemple, ici, on n'a pas la vision Meta, on n'a pas la vision TikTok. Il y a plein d'autres visions dont nous n'avons pas la visibilité ici. Quand on parle de campagnes publicitaires et de données, il y a bien entendu comment on va nourrir ces campagnes publicitaires. Elles ont besoin d'un maximum de données pour aider leur IA. Elles fonctionnent avec du machine learning pour délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. La grande baseline de base du marketing digital. Pour ce faire, il y a bien entendu plusieurs types. Oui, effectivement. J'ai l'impression que Sylvain a un souci de connexion. On va du coup prendre le relais. Hop. Tac. Hop. Je partage tout mon écran ou je fais comme ça. Hop. Tu peux. Elle est où ta presse? Hop. Affiche la presse dans. Ouais. Voilà. Je la remets sur notre onglet. Hop. Et partage ton écran directement. Là. Hop. Alors, en attendant que Sylvain se reconnecte, on va continuer. Il en était là? Ouais. Oui, tout à fait. Dis-moi si tu veux. Vas-y, Ouais. cette partie. Donc aujourd'hui, la collecte de données n'a jamais été aussi complexe. Et c'est, je dirais, la contradiction que l'on peut avoir entre des besoins encore plus forts de data pour nourrir les IA, des algorithmes publicitaires, et dans le même temps, toutes les restrictions de collecte auxquelles nous sommes confrontés entre les adblockers, les restrictions navigateurs, donc Safari, mais aussi Firefox, les problématiques RGPD, et puis également, est-ce que tu peux, décidément, rien enlève. Les problématiques RGPD, et puis également la perspective de la suppression des cookies tiers dans Chrome, puisque du coup, alors les cookies tiers devaient, je crois, initialement être supprimés dans Chrome en 2022, et puis à chaque fois qu'on arrivait à l'échéance, Google annonçait un report. En 2024, il a annoncé un décalage et à fin T1 2025, donc autant dire que a priori là, on est vraiment dans les délais qui sont annoncés, et surtout avec, entre guillemets, ce qu'il appelle une nouvelle expérience, c'est-à-dire que contrairement à ce qui avait été projeté initialement, où l'utilisateur pouvait faire un choix systématique
sur chacun des sites au travers des bandeaux cookies. Là, la nouvelle expérience dans Google Chrome impliquerait un choix par défaut dans son navigateur Chrome pour l'ensemble des sites. Donc, c'est un changement de paradigme et qui aura forcément un impact très fort sur la collecte des cookies. Donc, globalement, si aujourd'hui on fait, on identifie l'ensemble des facteurs de restriction de collecte, à la fois réglementaires et technologiques, on a une très très forte limitation de son potentiel de collecte, puisqu'aujourd'hui on estime que votre potentiel réel de collecte est de 30%, vu les restrictions à la fois techniques entre les adblockers et les navigateurs, et aussi la restriction côté RGPD. Donc forcément, ça impacte la performance de vos actions digitales avec une collecte limitée. Première chose, c'est plus difficile de mesurer son ROI, puisqu'on n'a que 30% de son audience. Et puis aussi, on va avoir un ciblage publicitaire qui sera moins performant, puisqu'il est beaucoup moins nourri à l'IA. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met la photo de notre running gag chez Empiric, qui est Jean-Michel à peu près, puisque finalement, on est dans l'à peu près de la mesure, l'à peu près de la performance. On pense que les choses fonctionnent à peu près. Et c'est pas acceptable quand on doit aujourd'hui gérer des budgets publicitaires absolument importants pour certaines marques. Donc aujourd'hui, il y a un panel de solutions. Le tracking server-side règle une partie du problème puisqu'il permet de passer outre les restrictions des adblockers et des restrictions navigateurs. Et donc, ça permet déjà d'avoir un gain substantiel puisqu'on double son potentiel de collecte. On passe de 30 à 60%. Donc, le principe du server-side, c'est d'avoir des cookies, d'avoir un dépôt de cookies qui se fait entre le serveur hébergeant le site et le poste du client sans passer par le client-side, donc qui est le navigateur. Donc, on court-circuite finalement les adblockers qui sont déployés côté navigateur, on court-circuite de fait les restrictions navigateurs, et donc on va pouvoir déposer les cookies plus facilement. Un point important, c'est que le server-side, c'est souvent quelque chose que l'on entend et qui est un abus de langage ou de position, c'est de croire que le server-side permet de s'affranchir du RGPD. C'est sans doute beaucoup plus difficile effectivement à détecter puisque l'information n'est pas dans le navigateur, n'est pas côté code du source du site, mais pour autant, on doit quand même obtenir le consentement pour déposer les cookies. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un potentiel de collecte à 100% avec le server-side, puisqu'on a toujours cette problématique RGPD. Il me semble que Sylvain est revenu. Oui, merci Lionel. Petit souci de connexion. Voilà, Ouais, j'ai été déconnecté du Livestorm. Voilà. Normalement, la prochaine étape, c'est Juliette qui va avoir des problèmes. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Moi, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Oui, donc on a justement sur cette mise en place du server-side, on a un petit cas d'usage qui est assez intéressant, c'est la baisse du CPA pour Meta, sur un cas Meta Ads. On a une baisse de 26% du CPA et une baisse de 8% du CPC. Donc c'est un très bon exemple de ce que peut permettre de récupérer cette collecte perdue via la mise en place du server-side. Donc le server-side va venir agir sur la partie restriction navigateur et la partie restriction des adblockers, mais bien entendu, ça ne va pas venir interagir sur le bandeau RGPD, là où il va falloir aussi le piloter et l'améliorer. La problématique, c'est que le sens de l'histoire est un monde cookieless, c'est-à-dire que nous avons une évolution du taux d'opt-in par device qui a plutôt tendance à baisser. Et bien entendu, la CNIL est vigilante sur ce type d'optimisation et commence à mettre son nez sur les suroptimisations des bandeaux RGPD.
Donc une fois qu'on a dit tout ça, finalement, il y a deux choses à retenir, c'est que il va y avoir nos audiences qui ont une faible dépendance aux cookies. On peut considérer, à partir du moment où on a mis le server-side en place, avoir une faible dépendance aux cookies. Et les audiences avec une forte dépendance aux cookies. Et c'est là que on va se rendre compte que la donnée first party fait partie des audiences à privilégier, avec notamment base mail, utiliser les emails de vos utilisateurs, qui est un cas standard, justement. On en parlera un peu plus tard, pardon. Voilà. C'est vraiment privilégié, effectivement, toutes ces audiences en fait propriétaires first party dont on parle actuellement, qui vont aussi bien être vos communautés de réseaux sociaux, aussi bien effectivement vos bases mail, que ce soit de vos clients, de vos prospects ou autres, et pouvoir aller capitaliser sur ces données en allant chercher des profils similaires qu'on appelle lookalike. Et effectivement, tout ce qui est audience plus à risque, c'est d'arriver justement à avoir une dépendance moins importante aux cookies avec des mises en place comme le server-side, comme a expliqué Sylvain juste avant. Donc, c'est la principale alternative justement aux données cookies, vos données prioritaires, les données de votre entreprise pour venir nourrir les plateformes publicitaires. Face, bien entendu, à la donnée tierce. Dans les données first party, on pense souvent à la donnée utilisateur, mais il y a aussi votre donnée business, par exemple vos autres données produits, qui est aussi un autre cas d'usage que nous allons vous présenter juste après. Bien exploiter la donnée first party pour un impact significatif sur le ROI de vos campagnes publicitaires. L'objectif est toujours le même, augmenter le taux de conversion, le panier moyen et votre marge, et bien entendu, conquérir de nouveaux clients. Donc on va vous montrer avec les cas d'usage effectivement comment du coup influer ces indicateurs de performance ultra importants. Donc, il y a quand même une petite question qu'on va se poser tout de suite, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, par où commencer? Pour faire simple, il y a un workflow à définir. Le premier, bien entendu, c'est de connecter vos points de contact, qui va être la première partie du graphique tout en haut. Connaissez-vous les points de contact de votre entreprise avec les données first party? Si la réponse est non, très important, cartographier et créer les points de contact. Ça doit faire partie de votre stratégie web marketing. Avez-vous les types de données dont vous avez besoin? Les données comportementales, donc vos données analytics, vos données déclaratives, tout ce qui va être vos données depuis vos CRM, formulaires et bien entendu les inscrits à votre newsletter. Les données de transaction. Si vous n'avez pas tout ça en place, mettez en place cette collecte. Ensuite, il faut identifier où est stocké votre donnée. Encore une fois, le mot d'ordre, c'est cartographier. Cartographier le stockage de vos données aussi bien que vos points de contact. Et ensuite, souhaitez-vous activer ces données? Non, il faut les exclure de la stratégie marketing. Avez-vous le consentement nécessaire pour utiliser ces données? Ce n'est pas le Far West, tout est légiféré. Et bien entendu, avez-vous une équipe pour importer, exploiter cette donnée? Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez lancer vos premiers cas d'usage d'utilisation de votre donnée first party et vous pouvez mettre en place vos quick wins et vos itérations. Nous allons du coup, ça fait une très bonne transition pour des cas d'usage que vous pouvez utiliser. Donc, dans les fameux cas d'usage, donc si on est effectivement dans l'idée de vouloir conquérir de nouveaux clients, qui va être effectivement notre problématique business principale, une des priorités, pouvoir développer cette acquisition. Du coup, souvent, des fois, on peut se retrouver face à un dispositif d'acquisition payant qui plafonne. Par exemple, quand on fait une campagne exclusivement de search et qu'on arrive finalement et qu'on est quand même déjà beaucoup dans des recherches bas de funnel dont la volumétrie, etc., plafonne et sur lequel on n'a plus de levier de croissance. Quand on veut aussi acheter ces requêtes qui incluent la marque, parce qu'on ne veut pas se priver de la visibilité des prospects qui pourraient venir vous rechercher et du coup aller au bon endroit où on veut les amener et avec le bon message qu'on veut leur transmettre, mais en même temps sans apparaître sur ces clients déjà existants qui voudraient aller venir sur votre site pour d'autres raisons. Quand on a aussi besoin de maîtriser un peu plus son CPA, parce qu'effectivement les CPC sur des campagnes de search s'envolent ces dernières années de par la forte concurrence et tout un tas de choses mises en place par Google. Ça peut être aussi ce besoin de mieux répartir ces investissements entre ce
que va être l'acquisition, enfin entre la fidélisation des clients existants, ça va être plus pour du e-commerce, des retailers qui vont pas vouloir se priver pour autant de leurs clients existants, mais vont vouloir quand même aller conquérir de plus en plus de nouveaux clients. Et du coup pouvoir effectivement continuer cette conquête, mais sans détériorer son CPA. Donc tout ça peuvent être des contextes business dans lesquels on va avoir besoin effectivement d'utiliser ces données first party pour pouvoir optimiser les besoins qu'on a vus juste avant. Donc pour ça effectivement, il va falloir importer cette base de données de clients de votre CRM client dans Google Ads ou dans une autre plateforme média que vous pouvez utiliser selon les campagnes que le dispositif Plan Média vous avez mis en place, ou à minima, vos emails sont nécessaires pour pouvoir les mettre en correspondance avec les utilisateurs du média sur lequel vous avez vos campagnes, et tout ça dans le but d'exclure du coup vos clients actuels de vos campagnes. Donc, on n'aura jamais un 100% de taux de correspondance avec vos emails selon les plateformes. On aura des taux de correspondance plus ou moins élevés, mais ça permet en tout cas déjà de s'assurer de pouvoir effectivement aller enchérir. Donc, on a deux possibilités, exclure effectivement de certaines campagnes ce segment d'audience qui aura été créé avec cette mise en correspondance, mais aussi pouvoir indiquer clairement aux plateformes, comme une plateforme comme Google Ads, qu'on ne veut cibler que les nouveaux clients. Et du coup, ces clients vont aussi avoir une importance vraiment primordiale pour les algorithmes des plateformes médias comme Google, c'est d'aller trouver effectivement des profils similaires aux audiences qui du coup vous sont prioritaires. Donc, c'est un enrichissement de l'algorithme de ciblage grâce à tous ces signaux d'audience. Et du coup, ça permet de grossir la diffusion sur des audiences similaires. Et du coup, de pouvoir, la PMax, c'est vraiment une campagne à la performance. Donc, va pouvoir aller chercher, si on a déjà une campagne search, des requêtes additionnelles par rapport aux profils qui peuvent aller cibler de ces signaux d'audience qu'on n'aurait pas acheté en search, qui sont pas sur notre campagne fil rouge, mais aussi pouvoir sortir de ces emplacements de liens sponsorisés pour aller sur d'autres emplacements que proposent les autres emplacements publicitaires que propose Google. On l'a mis en place pour un de nos clients qui avait cette problématique et du coup, ça a permis de maximiser effectivement son trafic sur site. Là, on plafonnait juste avec sa campagne de search, d'augmenter la volumétrie du nombre de clients qui était le souhait premier, et tout ça en continuant de maîtriser son CPA, donc venir grossir effectivement cette conquête sans détériorer effectivement les coûts d'attribution et les investissements. Aussi, une deuxième solution qui peut être mise en place, c'est d'attribuer en fait plus de valeur au prospect. Donc là, dans la situation effectivement où on ne veut pas non plus se bloquer complètement les clients existants, c'est faire le même principe avec la possibilité aussi, l'importance de faire avec la base de données, parce que vous avez tous vos clients online, offline qui viennent de tous les différents canaux, mais aussi par votre tracking de conversion online, la fiabiliser, l'optimiser comme on verra par la suite. Et du coup, tout ça pour venir continuer de nourrir les algorithmes des plateformes pour mieux cibler les audiences, mais aussi en pouvant créer ces règles de valeur et pouvoir indiquer justement aux plateformes qui sont, à la plateforme Google Ads en l'occurrence, qui sont vos clients et qui sont du coup des nouveaux clients. Et ça permet de suivre l'acquisition de nouveaux clients et à quel CPA, etc. et d'avoir la métrique. Donc, on peut, là, on voit sur l'exemple que on peut aussi bien montrer à Google que ces clients sont cette base de données qu'on a importée, que aussi par rapport aux conversions d'acheteurs, par exemple, qu'on a pu mettre en place et qui sont fiables. Ça a été mis aussi pour un client pour pouvoir optimiser et suivre et optimiser la conquête de nouveaux clients tout en fidélisant et en continuant de pouvoir enchérir sur les clients existants. Et ça a permis d'augmenter de 24% des nouveaux clients, mais tout ça en continuant de maîtriser le CPA. Un deuxième cas d'usage, une deuxième problématique qu'on peut avoir, c'est de vouloir augmenter son taux de transformation. Donc, on a un taux de conversion qui est trop faible, on n'arrive pas à transformer. Donc, même si après, il y a ces possibilités, justement, quand on a un tracking fiable et bien un plan de marquage bien évolué qui nous permet de remonter, si on le peut, dans des niveaux de conversion qu'on appelle les micro-conversions un peu plus élevés que sa conversion réelle finale.
Mais en tout cas, si ça, c'est une des problématiques d'avoir son taux de conversion trop faible ou des coûts d'acquisition trop élevés, ou encore qu'on est une entreprise qui connaît pas bien son audience, qui n'a pas trop idée où se trouve son audience sur le digital, on a plusieurs solutions qui peuvent se mettre en place. Donc déjà, pouvoir, et ça c'était déjà la remarque de Sylvain, la première chose à commencer de faire, c'est de cartographier en fait toutes ces audiences, toutes ces données propriétaires, dont effectivement les utilisateurs, les audiences propriétaires, qui peuvent aussi bien provenir de aussi vos bases de données que vous pouvez avoir via des inscrits à des newsletters, des participants à vos événements, vos salons, à vos webinaires, toute la communauté que vous activez grâce aux réseaux sociaux que vous pouvez avoir, et aussi quand on n'a pas encore ni l'un ni l'autre, pouvoir malgré tout commencer à créer ces audiences engagées, qui est du coup une des solutions, du coup de pouvoir créer une audience engagée avec sa marque. Donc pour ça, un exemple qui peut être fait, qui est fait sur certains de nos clients et qu'on peut faire sur d'autres plateformes, mais qui est une campagne d'engagement où là, on va aller essayer de trouver les audiences qui vont pouvoir être intéressées par notre marque, nos produits, nos services, mais en leur proposant une valeur ajoutée, un guide, un modèle, des vidéos de témoignages, d'explications démos de comment marchent les outils. Du coup, ça va permettre par ces campagnes d'aller peupler ces segments d'audience engagés de par toutes les réactions, les partages, les commentaires, les téléchargements qu'ils vont faire, des vues de vidéos qui sont intéressantes et les vues de vidéos en entier. Du coup, de pouvoir derrière créer une campagne pour aller se réadresser ces personnes qui ont fait un premier engagement avec votre marque et aller plus loin avec eux en leur proposant une prise de rendez-vous pour discuter de leurs besoins. Et afin de voir effectivement la pertinence de cette audience qu'on a réussi à engager, c'est de mettre en place aussi une campagne plus large, de ciblage plus large pour A/B tester un peu les performances de cette audience versus une audience qui est moins engagée avec votre marque. On l'a fait pour un de nos clients où, effectivement, de cibler cette audience nous a permis de générer 27 leads qualifiés en ayant des champs comme l'email professionnel, l'entreprise et la fonction qui correspondaient parfaitement à ce que souhaitait le client, et avec un CPL qui était un bon CPL sur LinkedIn par rapport au CPL moyen qu'on peut enregistrer sur le marché français. Un autre cas d'usage va vouloir d'être aussi de maximiser son revenu. Donc, quand on a un chiffre d'affaires en perte de vitesse, un ROI un ROAS, retour sur les dépenses publicitaires qui faiblit, des fortes concurrences sur ses produits qui impactent sa visibilité, son trafic. On va donc vouloir maximiser la visibilité de ses offres. Donc, c'est le moment ou jamais d'activer effectivement toutes vos données first party pour pouvoir justement aller toucher et multiplier vos points de contact pour parler de vos offres et de vos nouveautés auprès de vos clients et de vos prospects. Donc là, c'est aussi ultra important d'utiliser cette donnée en important ces bases, que ce soit client-prospect, de par ce que vous traquez aussi en ligne, de par les audiences engagées qu'on a pu aussi avoir avant. Du coup, c'est toujours penser à maximiser la vue de ces offres. Donc, dans les dispositifs déjà en place, donc sur un Google Ads, ça peut être de maximiser tous les moyens de faire voir votre offre ou vos nouveautés avec toutes les extensions d'annonces qu'on peut avoir sur Google, les extensions qu'on peut avoir aussi sur des emplacements shopping ads, de mise en place de titres de descriptifs sur des temps dédiés d'une date de début, une date de fin pour pouvoir pouvoir mettre plus en avant aussi ses offres et ses produits, et aller du coup cibler ses clients et ses prospects pour faire bien voir ce que vous proposez. Et après, affiner le ciblage pour voir ceux qui répondent le mieux, parce que la vue de toutes les audiences, de tous ces segments d'audience après dans vos plateformes, pour voir comment continuer d'optimiser cette visibilité. Sur un client mis en place, ça nous a permis à ces temps forts, etc., de générer 10% de revenus en plus, des transactions du coup et du revenu en plus. Donc, comme je disais, c'est vraiment de pas toujours penser le simple canal d'emailing quand on veut faire connaître ses offres, ses nouveautés à ses clients et ses prospects déjà existants,
mais vraiment d'aller trouver d'autres leviers d'acquisition pour maximiser votre revenu, votre chiffre d'affaires vraiment à des temps importants pour vous. Un point qu'on a abordé, parce qu'on parle vraiment de la donnée first party, beaucoup côté utilisateur, côté visiteur, côté client, etc. Mais aussi toutes vos données business, comme on l'a vu en préambule, sont très importantes. Et pour tous ceux qui font effectivement, qui sont des e-commerçants, maximiser la rentabilité de son catalogue produit est quelque chose d'ultra important. Parce que ça permet de mieux maîtriser les dépenses shopping qui sont souvent très conséquentes. Optimiser du coup aussi son retour sur investissement en allant sur les produits les plus rentables et faire face à des fortes concurrences sur ses propres produits ou même sur sa propre marque quand on a des marketplaces, des resellers, etc. Donc, une des solutions, ça va être justement de catégoriser ces produits selon leur potentiel business. Nous, on utilise pour nos clients un CSS, donc un comparateur de prix qui s'appelle Product Hero et qui nous permet d'avoir cette cartographie de nos produits en fonction de leur retour sur dépenses publicitaires et par rapport aussi à leur potentiel de clics, leur volume de clics, donc de recherche par rapport après au retour sur investissement qu'ils nous offrent. Donc, du coup, on va analyser plusieurs choses, effectivement, leurs dépenses, combien dépense chaque produit, le chiffre d'affaires qui ramène et du coup, en parallèle, le retour sur les dépenses publicitaires. On les catégorise selon 4 grands niveaux de rentabilité, nos top performers, c'est-à-dire ceux qui ont un fort volume de clics, mais qui aussi génèrent un fort chiffre d'affaires. Ce qu'on va appeler les rentables, c'est-à-dire que ils ont une bonne rentabilité, mais ils génèrent pas un gros chiffre d'affaires parce que pas assez de clics sur ces produits-là. Ceux qu'on va appeler les dépensiers, c'est-à-dire qu'on clique beaucoup sur ces produits, mais ils ramènent pas de revenus. Et une partie qui va être les inexistants, c'est-à-dire qui n'apparaissent pas régulièrement et qui du coup ne ramènent pas non plus de chiffre d'affaires. Et ensuite, ça permet du coup d'ajuster ses dépenses publicitaires et un objectif de retour sur investissement par rapport à cette catégorisation qui va se faire de façon dynamique avec une revue tous les 30 jours dynamiquement pour qu'un produit puisse passer d'une catégorie à une autre. Donc, nous, c'est mis en place sur des clients et des résultats sur un de nos clients, une fois que ça a été mis en place, ça a été une optimisation et qui était le but premier de son retour sur investissement, mais aussi du coup du panier moyen de par les produits qui avaient une forte rentabilité et tout en ayant une baisse de notre coût au clic. Et un enjeu majeur aussi pour pouvoir, on l'a vu du coup, optimiser notre ROI, ça va être de toute façon d'améliorer la mesure de nos performances. Donc souvent une des grosses problématiques, c'est du coup de tout ce qu'on a vu en préambule, de toutes les contraintes qu'on rencontre pour connaître l'attribution en fait des conversions de nos campagnes. Surtout quand on a des forts investissements publicitaires et que on a besoin d'avoir la vision la plus juste de comment impactent nos campagnes par rapport à nos investissements. Donc, c'est on en a parlé avant, un de nos clients, Yves Rocher, on avait du coup mis en place le server-side, mais il y a aussi du coup ce qu'on appelle le suivi avancé des conversions, l'enhanced conversion sur Google Ads, qui nous permet du coup de récupérer la donnée first party de votre utilisateur qui vient sur votre site pour s'inscrire à une newsletter, pour faire un achat, et sur lequel du coup on va pouvoir remonter de façon anonymisée cet identifiant et pouvoir le mettre en correspondance avec l'email d'utilisateur en tant qu'utilisateur Google et du coup permettre une meilleure après attribution des conversions de vos campagnes pour tous ceux qui ont pu réconcilier en fait cette donnée de ceux qui ont été exposés, interagis avec vos campagnes, de ceux qui derrière ont pu convertir. Donc nous, ça a été vraiment un résultat qui était assez optimum. On n'obtient pas toujours ce volume de résultats et c'est long à mettre en place. Il faut une volumétrie quand même de conversion qui le permette de base. Mais sur un de nos clients, ça a permis de quand même pouvoir faire remonter 50% supplémentaires de conversion attribuées à nos campagnes. Et comme on l'a dit, plus il y a de conversions attribuées aux campagnes, plus on nourrit les algorithmes des plateformes médias qui permettent du coup
d'aller mieux cibler. Donc, c'est un cercle vertueux d'avoir cette optimisation de la mesure de vos performances. Là, c'est le schéma pour vous montrer que l'Enhanced Conversion, donc le suivi avancé des conversions sur Google, a ces deux principaux avantages. Donc, comme on l'a vu, pouvoir du coup mettre en correspondance une remontée d'utilisateurs qu'on pourrait avoir avec l'utilisateur Google, pour s'il n'a pas tout de suite converti après avoir interagi avec votre campagne, pouvoir, s'il revient par ailleurs, s'apercevoir, enfin voilà, mettre en correspondance que c'était un utilisateur Google qui était déjà venu sur votre site. Et l'autre façon aussi qui est très intéressante, surtout quand on a des campagnes de génération de leads, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout et nourrir Google de effectivement les leads qu'on a générés et ce qui sont devenus des clients, et du coup de réimporter votre base de données de clients et pour voir effectivement ceux qui avaient été transformés en leads grâce à vos campagnes, s'ils sont devenus des clients finaux. Je vais repasser la main à Sylvain pour bien comprendre, du coup, pour pouvoir mettre en place tous ces cas d'usage, etc., et optimiser vos campagnes, comment bien collecter et structurer ces données. Sylvain, tu es parti. Merci Juliette. Oui, donc on a vu pas mal de cas d'usage où finalement on va utiliser pas mal de données. On a principalement, dans nos cas d'usage, on présente de la donnée, un email client. Bien entendu, tout ça, alors bien vous travaillez aussi main dans la main avec votre DPO, avec votre service juridique pour vérifier ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et dans quel cadre juridique vous allez le faire, comment vous allez collecter le consentement. Et de tout ça, en fait, on sort qu'il y a quand même quelques règles d'or à respecter pour la collecte first party. La première de toutes, c'est que dans la collecte d'un email, ça va être que vous allez créer de la valeur en échange des données. Bien entendu, on ne va pas juste récupérer de l'info pour récupérer de l'info, il faut que ça ait de la valeur pour l'utilisateur. Il faut la collecter à chaque point de contact. Si vous avez plusieurs points de contact, eh ben, il faut les retravailler pour collecter de la donnée. Être transparent sur pourquoi vous collectez de la donnée. La confiance de l'utilisateur envers votre marque et sur l'utilisation de la donnée par votre marque de sa donnée est très important pour optimiser cette collecte. Unifier les données, il y a toujours cette question de très bien, j'ai collecté les emails de mes utilisateurs, mais où est-ce que je les stocke et de quelle façon, quel outil j'utilise. Et exploiter les données immédiatement, bien entendu, ça ne sert à rien. Si vos utilisateurs de la newsletter de l'année dernière vous ont donné leur mail et n'y sont plus aujourd'hui, n'utilisez pas ces mails-là, bien entendu, cet utilisateur-là. Enfin, ça pourrait être une stratégie de réengagement, mais vous avez compris l'idée, on exploite la donnée le plus tôt possible et la plus fraîche possible. La collecte des données first party, c'est très légiféré par la CNIL. Alors la plupart des formulaires ne remplissent pas forcément les conditions, les formulaires sur le marché, mais il faut à tout prix vous informez l'utilisateur de la finalité de traitement, que vous ayez son consentement explicite, et qu'il y ait un droit d'opposition et de retrait à n'importe quel moment. L'utilisateur doit pouvoir décider que vous n'utilisez plus cette donnée et que sa donnée soit effacée. Ce qu'il faut comprendre aussi là, c'est parce qu'on a beaucoup parlé des cookies, comment améliorer la mesure des performances par rapport à des cookies, mais quand même, il y a la CNIL a pu pointer cette problématique-là en 2018, et puis après, c'est beaucoup concentré sur le traitement des cookies, mais quand même, un des premiers traitements qu'on a et auquel vous êtes confrontés, quoi qu'il en soit, pour plein d'autres raisons et plein d'autres situations, c'est quand même la demande, effectivement, un remplissage de formulaire avec la demande explicite à quoi vont servir les données confidentielles et personnelles que vous récupérez. Après, pour compléter quand même la réflexion, alors effectivement, le strict respect du RGPD implique le respect évidemment de ces grands principes et que l'on voit se concrétiser sur l'exemple du formulaire de gauche. Maintenant, dans la réalité, la CNIL semble obsédée par les cookies
par rapport voilà, aux différentes lois, les problématiques autour de Google Analytics, les condamnations, nous semble, c'est une perception totalement subjective, un peu moins focalisée sur la collecte de données first party, et notamment les mails, qui par définition est quand même une donnée très personnelle. Le cookie en est une, mais le mail évidemment en est une également. Et la réalité aujourd'hui des choses, c'est que on voit assez peu de formulaires qui précisent que les données peuvent être utilisées pour les plateformes Facebook et Google, et pourtant certains le font. Voilà, donc après, comme tout sujet RGPD, c'est une gestion de risque, c'est un point à voir avec votre DPO. On vous dit pas qu'il faut le faire, on vous dit juste qu'aujourd'hui, voilà, la pratique est peu courante. Et après, là où il faut avoir aussi, enfin, le sujet juridique est de toute façon un sujet d'interprétation. C'est qu'on pourrait très bien se dire que finalement, un email que l'on envoie, donc qui est censé être haché auprès des plateformes, quand il sert à exclure un client ou d'aller chercher des profils similaires, ça veut dire qu'on ne va pas le traiter, on va pas adresser cette publicité directement à ce mail-là. Après, il n'empêche qu'il y a quand même une donnée qui est traitée par un tiers et donc, en théorie, doit bénéficier d'un consentement explicite et d'une finalité de traitement qui soit claire. Voilà, mais en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui ignorer la dimension RGPD et le message qu'on vous adresse, c'est que nous ne sommes pas des IPO, nous ne sommes pas des juristes, c'est un sujet d'identification et de gestion de risque à envisager, à traiter avec votre DPO. Effectivement, c'est du cas par cas et quand on fait ces imports de bases de données, c'est toujours effectivement en relation avec le juridique du côté annonceur et comme l'a dit Lionel, selon le traitement aussi qu'on veut en faire, voilà, on le fait ou on ne le fait pas, c'est de l'exclusion ou si c'est pour retargeter. Dans le principe de valeur que nous évoquions dans le point d'avant, vous avez deux types de valeurs que vous pouvez fournir à votre utilisateur. Il y a la valeur commerciale, le classique, code promo et remise, la mise en place de ventes privées, les offres de parrainage, etc. Mais vous avez aussi, et je pense que c'est important de le dire, les valeurs informationnelles. Et c'est quelque chose qu'on voit se développer et qui devient de plus en plus courant avec la proposition de brochure, les livres blancs, un grand classique, la proposition d'infographie et bien entendu le webinaire comme le nôtre. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, l'obtention d'une donnée personnelle que l'on va pouvoir utiliser d'un point de vue publicitaire, elle se fera uniquement si l'utilisateur y voit une valeur. Et il y a deux types de valeurs, hein, comme l'a dit Sylvain. Il y a la valeur commerciale, la valeur d'offre, et aussi la valeur informationnelle. S'il n'y a pas une de ces deux valeurs, il n'y a probablement pas de bonnes raisons à ce que l'utilisateur vous fournisse son mail. Et c'est pour ça qu'il est important de se mettre tout simplement à sa place. Ce slide, on pourrait se dire, on enfonce des portes ouvertes, c'est évident. Oui, c'est évident quand on se place du côté de l'utilisateur, mais des fois, voilà, côté entreprise, nous, on veut collecter les adresses mail et c'est tout à fait légitime pour toutes les raisons que l'on vient de vous présenter. Mais il faut maintenant vraiment se poser la question de cette valeur-là et qu'on puisse ensuite, du coup, mettre en face de cette valeur les actions nécessaires. Voilà. Et ce webinaire, quelque part, en est l'illustration. Hein. On organise un webinaire dans le but évidemment de récupérer vos adresses mail. On vous demande pas le consentement évidemment, et puis ensuite on fera des campagnes publicitaires. Bon, je rigole, mais en tout cas voilà, on est dans cette optique-là. On espère vous fournir une valeur informationnelle et que en contrepartie vous nous fournissez des informations et que du coup on pourra demain, si vous donnez votre accord, vous ressolliciter avec une newsletter. Donc on voit bien qu'il y a cette nécessaire notion d'équilibre entre l'entreprise et le client. La valeur commerciale, c'est vrai qu'elle ça interagit pas au même niveau non plus. C'est vrai que la valeur informationnelle peut avoir un bon premier niveau pour essayer de trouver qui sont voilà quelles audiences pourraient être intéressées par nos produits et services et du coup en étant
en étant force de compréhension, d'explication. Donc c'est pour ça que ces vidéos, ces livres blancs, etc. sont importants. Et après, effectivement, la valeur commerciale, c'est pour pouvoir venir réactiver, etc., y compris des personnes qui sont déjà engagées avec vos marques. Et dans cette idée justement de la slide d'avant, de cartographier vos points de contact avec vos utilisateurs et à quel moment vous récoltez de la donnée et pourquoi pas ajouter dans votre cartographie quelle valeur vous donnez aussi en échange à vos utilisateurs. Donc du coup, votre dispositif marketing, il doit être focalisé sur la collecte de cette donnée first party. Ça devient votre stratégie digitale via vos points de contact online et vos points de contact offline. Et toute cette donnée doit être centralisée dans un CRM ou une CDP. Juste compléter ce que vient de dire Sylvain, c'est pour ça que ce type de projet, c'est des projets qui sont loin d'être anodins, puisque l'objectif, c'est effectivement de collecter de la donnée, mais ça va être aussi de pouvoir demain enrichir aussi cette information en fonction du cycle de vie client. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a l'émergence des tickets dématérialisés dans les magasins, puisque on vous demande votre mail et comme ça, ça vient alimenter une CDP avec l'historique de votre achat. Si vous êtes en plus, en parallèle, logué sur le site, le mail va servir à finalement à réconcilier les différents parcours. Donc voilà, donc c'est des projets qui sont pas anodins, qui peuvent être coûteux techniquement, mais qui ont aussi de forts impacts organisationnels. Mais par contre, ce sont des projets qui peuvent avoir un ROI absolument important, colossal, puisque on va, comme on l'a vu, pouvoir s'appuyer sur cette donnée pour aller faire de la conquête client. Mais en plus, on va pouvoir aussi énormément travailler sa fidélisation. Et on sait qu'aujourd'hui, dans tout business, la fidélisation reste plus rentable que l'acquisition. L'acquisition, elle prend du temps, elle coûte de l'argent et qu'on a toujours plus intérêt à travailler la fidélisation. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur une logique d'écosystème parce qu'on doit prendre en compte l'ensemble de ces composantes et des impacts dans l'entreprise. Bien sûr, quand on parle de Customer Data Platform et d'avoir sa donnée quelque part, il y a toute une notion de source à prendre en compte. La notion de source CMS, votre site internet, votre e-commerce par exemple, Shopify, vous avez toutes vos informations produits et utilisateurs dans Shopify, mais vous avez aussi vos informations CRM. Et pour rebondir sur l'organigramme que nous avions vu précédent, vous avez aussi votre donnée Analytics. Tout ça, du coup, va être unifié, segmenté et va vous permettre l'activation dans votre Customer Data Platform à destination de 3 axes. L'axe, bien entendu, publicitaire, c'est ce qu'on a montré dans pas mal de cas, mais ça peut servir aussi pour l'automatisation, par exemple l'email marketing, et pour la personnalisation, si vous avez besoin de faire des A/B tests ou ce type de choses. En tout cas, aujourd'hui, alors il y a eu l'époque de la DMP qui aujourd'hui a un peu disparu des radars puisque la DMP était basée sur les cookies et par rapport à toutes les restrictions que l'on a présentées en amont, on s'est rendu compte que les projets DMP coûtaient beaucoup d'argent pour un ROI très bas puisque les cookies, c'est difficile d'avoir des cookies qui soient persistants, qui puissent être fiables dans le temps. Et donc aujourd'hui, c'est la CDP qui a pris le relais avec toujours cette logique, c'est j'ai des sources d'informations, je les centralise, j'unifie cette donnée, je la segmente pour ensuite pouvoir finalement l'activer dans 3 sources de destination possibles que sont les campagnes ads, le marketing auto et la personnalisation. Donc aujourd'hui, c'est des projets qui sont alors pas encore généralisés dans toutes les entreprises, mais qui vont l'être parce que encore une fois, on travaille sur la conquête de nouveaux clients, sur la fidélisation et on a aujourd'hui tout intérêt à aller sur ce genre d'investissement parce que ça peut être extrêmement rentable pour son dispositif. Il y a 2 types de CDP. Il va y avoir les CDP classiques et les CDP composables.
Ce qu'il faut comprendre par la CDP classique, c'est que tout simplement, vous avez des plateformes qui vous fournissent la solution, notamment vous pouvez voir ici les logos de segments et de Salesforce qui sont les plus connus. L'avantage de ces CDP, des CDP classiques, c'est qu'elles sont faciles à déployer avec des intégrations des briques. Mais il y a quelques inconvénients, c'est que vous pouvez être limité par la plateforme en fonction de vos besoins. Vous pouvez avoir des besoins que la plateforme ne couvre pas, bien que ce soit quand même des plateformes qui essayent de couvrir un maximum de besoins. Et il y a aussi peut-être la notion de coût. Les CDP composables, elles, vont être des solutions 100% sur mesure. Elles vont pouvoir intervenir dans 2 cas différents. Dans un cas où vous êtes encore dans une startup scale-up, et donc du coup une CDP classique et ses coûts sont encore un frein pour vous. Et dans ces cas-là, vous allez quelque part faire une CDP maison en POC, en essayant de maîtriser un maximum les coûts, ou justement vous êtes à l'autre opposé de la courbe, où vous avez des besoins qui sont beaucoup plus importants que ce que peut vous fournir Segment et Salesforce. Et donc, vous avez besoin d'une flexibilité totale, d'un contrôle complet de votre donnée et votre propre scalabilité. L'inconvénient, bien entendu, c'est que c'est moins rapide à mettre en place quand vous êtes dans le cas d'une CDP 100% sur mesure pour une flexibilité totale et la dépendance aux équipes techniques. Donc là, je dirais, si aujourd'hui vous n'avez pas de CDP et que vous souhaitez tester, par exemple, un cas d'usage, il n'y a pas forcément de choix, comment dire, un peu standard qui dirait qu'il faut commencer par une CDP classique versus une CDP composable. Déjà, la réflexion, elle va dépendre évidemment du cas d'usage, du ROI potentiel que l'on peut en retirer, et puis aussi finalement de votre infrastructure déjà technique à date. Les CDP composables, elles se basent sur des data warehouse comme BigQuery, mais ça peut être aussi Azure ou AWS. Donc, si vous avez déjà des outils de ce type qui sont déployés et qui collectent de la donnée, ça peut être déjà un premier pas intéressant pour tester un cas d'usage précis et ensuite réfléchir à monter un peu plus à l'échelle et aller sur des cas d'usage de plus en plus avancés. Donc, c'est pour ça que quand on voit ce slide, on pourrait se dire, vaut mieux commencer par une CDP classique. Je dirais, ça dépend du cas d'usage que vous avez identifié, des sources à disposition, et dans certains cas, la CDP composable peut être aussi un bon premier pas si vous avez déjà un début d'architecture technique. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, un Google BigQuery est de plus en plus déployé puisque GA4 permet un déversement natif des données dans BigQuery. Donc, c'est déjà de la donnée que l'on accumule en termes de comportement utilisateur. Donc, en tout cas, voilà, la CDP, c'est un projet qui doit vous permettre de tendre justement vers ces cas d'usage que Juliette vous a aujourd'hui présenté. Et c'est des projets sur lesquels on peut vous accompagner chez Empiric grâce à nos pôles Analytics et nos pôles Paid. On a terminé. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Je partage. Pas de questions. Alors, 2 options. Soit c'était clair, soit c'était nul. Bon. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en cours d'écriture. Ok, donc on va attendre que les questions arrivent. Ok. Merci Philippe. Super. Bon. Ça veut dire que c'était très clair. Les questions pourront être posées par la suite On directement. On vous enverra le support et si ça suscite des questions à la relecture, on reste à disposition même après. Les slides seront partagés, oui.
Ok. Eh ben, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions que ça, on va vous laisser. Vous souhaiter un bon appétit, une très bonne journée. Vous pouvez nous contacter par notre site. Vous pouvez nous contacter aussi par LinkedIn. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bon appétit, au revoir. Les slides suivront dans la journée. Merci.